Donc merci de l'invitation. Donc, je vais me référer à quelques notes tout au long de mon exposé qui va porter donc sur Baudelaire, mais sous un éclairage sociologique. Et j'ai l'impression que la sociologie de Baudelaire ou la sociologie de l'œuvre de Baudelaire reste encore à faire, alors que Flaubert a eu une étude sociologique magistrale faite par Pierre Bourdieu dans son livre Les règles de l'art. Baudelaire a été largement étudié par les littéraires, même par Sartre, qui lui a consacré un livre formidable, mais il n'y a toujours pas de livre sociologique sur Baudelaire. Ça reste encore à faire et je n'ai pas évidemment la prétention de le faire aujourd'hui pour vous. Simplement quelques éclairages, quelques remarques que je vais vous faire dans un propos qui va se situer, oui, en sociologie de la littérature, mais aussi du côté de la sociologie des imaginaires sociaux, des imaginaires littéraires, qui étudie donc la sociologie des imaginaires, s'intéresse à ces sociétés plus ou moins cohérentes qui sont inventées par des créateurs, par des écrivains, donc qui créent un monde artificiel qui est plus ou moins en marge du monde réel, mais encore là, le monde réel et le monde imaginé, si on sait très bien ce qu'est une œuvre de fiction et un monde imaginé, on a beaucoup de mal à délimiter, à décrire ou à cerner ce qu'est le monde réel. Hein. Souvent même, depuis quelques années, on parle du monde réel entre guillemets. Alors mon approche, pour parler méthodologie, mon approche sera interdisciplinaire et elle oscillera donc entre sociologie de la littérature, sociologie de la culture, sociologie des fictions, à travers ce courant que les anglo-saxons appellent narrative studies, c'est-à-dire l'étude des récits, l'étude de la narration, de la manière dont on rend compte d'une succession d'événements mises en forme, sous forme d'un récit. Donc, et pour résumer brièvement mon intervention, avant d'entrer dans le vif du sujet, mon intervention portera sur le dandy tel que énoncé par Baudelaire dans ses critiques d'art, mais sous un éclairage sociologique, donc un exercice de conceptualisation. Pour commencer, je vais avant tout vous lire un petit extrait de cet essai de Baudelaire sur le dandy, qui fait partie donc de ses critiques d'art. Moi, je me réfère à l'édition Armand Collin, mais il en existe plusieurs autres. Et Baudelaire est peu connu pour sa prose, on le connaît surtout pour sa poésie, mais Baudelaire écrivait, donc c'était un peu son gagne-pain, écrivait des textes, des articles sur commande pour des revues, pour critiquer des salons. Et donc, l'extrait que je vais vous lire provient d'un cycle qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne ». Un texte tout à fait intéressant puisqu'il parle beaucoup de la modernité. Et il était en quelque sorte un théoricien avant la lettre de la modernité. Alors, je vous lis quelques extraits. En fait, le dandy, ça fait quelques pages et c'est une série de petits essais descriptifs et à ambition plus ou moins théorique. Il y a aussi Éloge du maquillage, il y a un autre essai sur la femme. Alors, je vous lis le dandy. L'homme riche, oisif et qui, même blasé, n'a pas d'autre occupation que de courir à la piste du bonheur. L'homme élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l'obéissance des autres hommes, celui enfin qui n'a pas d'autre profession que l'élégance, jouira toujours, dans tous les temps, d'une physionomie distincte tout à fait à part. Le dandysme est une institution vague, aussi bizarre que le duel. Et là, je saute, je vais un petit peu plus loin pour vous lire un autre extrait. Si je parle d'amour à propos du dandysme, c'est que l'amour est l'occupation naturelle des oisifs. Mais le dandy ne vise pas à l'amour comme but spécial. Si j'ai parlé d'argent, c'est parce que l'argent est indispensable aux gens qui se font un culte de leur passion.
mais le dandy n'aspire pas à l'argent comme à une chose essentielle. Un crédit indéfini pourrait lui suffire. Je passe un autre extrait. Le dandysme n'est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle. Ces choses ne sont, pour le parfait dandy, qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. Ah oui, un autre passage très important. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de distinction, et le mot distinction est souligné par Baudelaire, mais je le soulignerai moi aussi, la perfection de la toilette constitue-t-elle dans la simplicité absolue qui est, en effet, la meilleure manière de se distinguer? Alors je saute encore, je vous lis un dernier extrait. Ici, Baudelaire a parlé un petit peu des illusions et de l'orgueil du dandy. Mais après ça, il explique « Un dandy peut être un homme blasé, peut être un homme souffrant, mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. » Bon, alors j'arrête ici, on pourrait le lire tout en entier, mais on va laisser la place à l'analyse sociologique proprement dite. Donc, le dandy, et j'ai lu les extraits du texte qui permettait à Baudelaire de cerner, de définir le concept ou l'idée du dandy. Nous allons la conceptualiser en termes sociologiques. Depuis ce matin, dans notre journée d'études, on parle beaucoup de stéréotypes pour décrire certains thèmes, certaines attitudes, ou le personnage même du dandy. Je laisserai, moi, de côté le terme de stéréotype pour parler plutôt de ce qu'on appelle un idéal type en sociologie. Alors que le terme de stéréotype est largement répandu dans le parler de tous les jours, le concept d'idéal type, lui, est proprement sociologique ou anthropologique, et il a été mis de l'avant par celui qu'on surnomme le père fondateur ou un des pères fondateurs de la sociologie, qu'est Max Weber, dont on va bientôt célébrer le centenaire de la disparition. Donc Max Weber, sociologue, fondateur de la sociologie, théoricien, s'est beaucoup intéressé à décrire les traits, les caractéristiques des personnes, des personnages, à partir de ce concept d'idéal type. Qu'est-ce que c'est que l'idéal type? C'est de rassembler un maximum de qualificatifs pour décrire une idée ou un personnage. Max Weber aimait bien dire que Molière avait réussi dans sa pièce L'Avare, à travers le personnage d'Harpagon, avait réussi à décrire l'avarice, mais en même temps, l'idéal type n'est pas quelque chose de réel. Il ne rassemble pas toutes les caractéristiques minimales. C'est au contraire une surabondance de caractéristiques pour montrer un personnage plus que vrai ou qui rassemble trop de caractéristiques d'une manière excessive pour nous aider à comprendre, à cerner ce qu'est ce personnage, donc à travers ce concept d'idéal type, donc un concept, comme je dis, proprement sociologique. Et l'idéal type, contrairement au stéréotype, l'idéal type est neutre, c'est-à-dire ce n'est ni une qualité, ni une approbation, ni une réprobation, alors que le stéréotype, bien souvent, est utilisé d'une manière plutôt péjorative. On va dire, bon, il décrit la femme comme correspondant au stéréotype de femme opprimée, de cette ménagère toujours à la maison, etc. Le stéréotype est péjoratif, alors que l'idéal type, lui, est neutre, donc sociologiquement est plus intéressant. L'étude du dandy, évidemment, nous plonge dans les études sur le genre, et je crois que c'est important de les situer brièvement, même si nous sommes tous déjà familiers avec les études sur le genre, les études sur la masculinité.
ce qu'on appelle aux États-Unis, il y a tout un courant de men's studies, puis aussi tout un courant de masculinities studies. Donc, les études masculines ou les études masculines ne sont pas des études antiféministes, ce ne sont pas non plus des études qui portent sur l'homosexualité, ne cherchent pas non plus à mettre en place une revanche des hommes sur le féminisme ou des choses comme ça. Les études sur la masculinité s'intéressent au fond à la construction de l'identité sociale masculine, avec tout ce que cela comporte. Et au fond, je crois que les études masculines ont bénéficié énormément de l'apport des études féministes et ont transposé pour les hommes ce qui avait déjà été mis de l'avant et conceptualisé à propos des femmes. Donc, quand Simone de Beauvoir disait, par exemple, ce qui est une phrase précurseur des études féministes, on ne naît pas femme, on le devient, ben on pourrait transposer ça et dire c'est la même chose pour les hommes, on ne naît pas homme, mais on le devient. Donc, il y a toute une dimension de construction sociale qui entre en jeu. Donc, les études sur la masculinité, les études sur le genre, les études aussi sur le corps, la sociologie du corps, sont apparues relativement tardivement. Donc, durant les années 70, les années 80, donc bien après Baudelaire, et c'est ce qui rend le texte de Baudelaire tout aussi intéressant, c'est qu'il énonçait décrivait une certaine réalité qui ne pouvait pas à l'époque être conceptualisée sociologiquement, puisque la sociologie le mot sociologie n'existait pas, la réflexion sociologique n'était pas développée en tant que telle, même si elle se faisait à partir de certains précurseurs. Donc, ça devient intéressant de se pencher sur des phénomènes plus anciens qui ne demandent pas mieux que d'être interprétés soit sociologiquement ou anthropologiquement, et la grille d'analyse des gender studies, de la masculinité, nous permet de le faire. Le dandy, chez Baudelaire, c'est à la fois un corps et c'est à la fois une attitude, un mode de vie, ce que les Anglais appellent le lifestyle. Donc, une vision du monde. Et lorsque Baudelaire nous dit « le dandy n'est jamais vulgaire », je crois qu'il veut par là rattacher davantage le dandy d'une certaine aristocratie par opposition à une certaine bourgeoisie ou un certain embourgeoisement. Donc, le dandy n'est pas un bourgeois, donc n'est pas un nouveau riche, mais est au contraire quelqu'un qui se distingue. Le mot distinction apparaissait déjà dans le texte de Baudelaire, et si vous êtes familier avec la sociologie, vous savez que Pierre Bourdieu a écrit un ouvrage magistral intitulé précisément La distinction, qui montrait comment les gens cherchent à se distinguer par leur goût, par leur être, par leur pratique culturelle et par les choix qu'ils adoptent pour se situer socialement dans l'échelle sociale. Et donc, il y a tout un aspect de stratification sociale, pour en prendre un autre concept sociologique, qui est inhérent donc à cette distinction dont parlait Pierre Bourdieu et qui est fondatrice dans les études de sociologie de la culture. Le dandy, donc, c'est aussi, on le disait, une apparence, pas forcément superficielle. C'est un culte de soi-même, un culte du beau, mais tourné vers soi-même, ce qui fait que le dandy, on l'a vu, n'est pas forcément un homme marié, n'est pas forcément non plus un homosexuel. Il est souvent, par contre, un célibataire, donc un homme qui n'est pas rattaché à une autre personne, peu importe le sexe. Et puis, il faut dire aussi que la définition de Baudelaire du dandy, cette description qu'il en fait, n'est pas exclusive ni normative, ce qui fait que par la suite, d'autres auteurs ont parlé du dandy, que ce soit Oscar Wilde, même Salvador Dali, dans ses écrits, s'intéressait beaucoup, dans sa jeunesse, dans les années 20, à l'époque surréaliste, au dandy. Lui-même, Dali était devenu une sorte de dandy par son attitude, son habillement, son goût du luxe et du beau. Ce qu'il faut retenir pour rester vraiment du côté de la sociologie, c'est cette relation entre l'apparence physique
l'attitude et la stratification sociale, donc la volonté de se situer socialement dans l'échelle sociale à partir de son apparence. Et là, ça nous ouvre aux travaux d'une chercheure britannique qui s'appelle Bonnie Berry, qui a écrit un livre, je vous le montre, The Power of Looks, donc la puissance des apparences, et qui justement montre le lien entre cette apparence qui peut être programmée, formée, formatée, voulue, d'une part, donc les apparences, et d'autre part, la stratification sociale. Donc, il y a tout un courant de recherche dans le monde anglo-saxon et particulièrement en Angleterre sur cette relation entre les deux. L'autre chose qu'on peut encore dire à propos toujours du dandy, c'est qu'au fond, la raison d'être, le but du dandy, c'est de communiquer, d'exprimer son apparence, sa différence. Donc, le look en soi est un message, est quelque chose qu'il veut communiquer et il peut le faire sans utiliser de mots. Donc, l'apparence suffit. Et au fond, il y a un très beau texte de Pier Paolo Pasolini dans ses écrits corsaires qui décrivait cela un petit peu lorsqu'il avait rencontré des hippies pour la première fois. Il avait dit, les hippies vont s'asseoir à la table d'un café, ils ne disent rien, ce sont deux hommes avec les cheveux longs, ils sont assis, tous les gens autour d'eux les regardent fixement, eux ne parlent pas, ne s'adressent à personne, ne disent rien, et au fond, ils sont bien conscients qu'ils ont un discours, qu'ils émettent un discours sans mots, simplement par leur apparence. Alors, je vais résumer maintenant. Il y avait un certain nombre de choses dont j'aurais voulu parler, entre autres à propos du dandy au cinéma, mais on pourra en reparler après la conférence, simplement pour conclure en disant qu'il serait sans doute abusif et inexact de considérer les écrits de Baudelaire sur le dandysme ou sa prose en général comme étant des précurseurs des études masculines ou des études sur la sociologie. Baudelaire était un écrivain remarquable et indéniablement talentueux, mais il était surtout un observateur attentif des mutations de la société parisienne du 19e siècle, donc 1860, ce texte, avec donc cette société parisienne avec ses normes, ses conventions, ses règles et aussi ses limites. Et une question en terminant, pourquoi faire une sociologie du dandy et du 19e siècle, donc pourquoi s'intéresser à cet homme si particulier? Mais c'est sans doute pour comprendre qu'à cette époque-là, déjà, il existait une stratification sociale, des moyens de se situer, mais aussi de se distinguer. Et ça nous amène à toute la réflexion sociologique sur les identités, les choix identitaires. Donc, pas l'identité individuelle qui nous sommes individuellement ou juridiquement ou psychologiquement, mais plutôt, parce que dans l'identité, il y a le mot identification, donc à quel groupe on s'identifie, à quel groupe on veut appartenir, et cette appartenance-là se fait, entre autres, par l'apparence, et le personnage du dandy, à mon avis, l'illustrait parfaitement. Merci beaucoup.